Bienvenue dans le Point de Bascule, le podcast qui explore les propriétés de l'esprit pour celles et ceux qui veulent vivre plus grand, plus beau et plus mieux. Nous sommes Mel et Sam, explorateurs du petit et du grand tout. Dans l'épisode du jour, on va s'interroger sur quand je veux changer de vie, en fait, comment on s'y prend. Mel, comment vas-tu? Est-ce que tu es prête à aborder ce sujet? Ça va super bien, je suis ravie en plus qu'on inaugure ce podcast avec toutes ces thématiques qui nous tiennent tellement à cœur, donc ravie de pouvoir les partager avec vous. Vaste sujet que celui de je veux changer de vie et comment je m'y prends. Mais c'est vrai qu'il y a une première étape, je trouve, qui est je veux changer de vie. Et souvent, on décrète pas en se réveillant le matin qu'on a envie de changer de vie. Alors, pour toi, qu'est-ce que tu identifies un peu comme phénomène qui pousse à aller vers cette transformation, au moins vers l'élan de bouger, quoi? Moi, de ce que j'ai pu constater, en fait, même si j'ai mis un moment à le formuler comme ça, je me dis que on change de vie à partir d'un moment où on vient contacter un point de douleur. En même temps, ça tombe sous le sens. Tant qu'on est content de la vie qu'on a, tant qu'on est content de sa réalité, a priori, on n'est pas très agité par le fait de changer de vie. C'est ça. Mais tout grand changement, toute grande transformation, je parle pas d'un petit truc, je parle pas de, j'en sais rien, moi, s'acheter une nouvelle fringue ou je ne sais quoi, ou changer de coupe de cheveux, mais tout grand changement part quand même d'une zone de douleur. Genre, Hein ? diagnostic du médecin et wow, faut vraiment que je fasse quelque chose. Ouais, ça peut être effectivement, ça peut passer par le corps, puisque on en reparlera, mais notre cher corps, on l'écoute pas tant que ça. Donc parfois, ça va être le médecin qui va avoir la phrase qui va dire, mais là, vous vous rendez compte, il faut vraiment, voilà. Ouais. Avec un petit seum au passage, on dit waouh, faudrait vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Souvent, de toute façon, c'est le corps. Moi, je vois dans tous les consultants que j'ai pu recevoir en cabinet, il y en avait quand même une très grande partie qui venait parce que un mal de dos qui passe pas, des migraines, des insomnies, des douleurs diffuses, etc. C'est quand même souvent le corps qui dit « Coucou, tu peux faire quelque chose ?» Ok. Il doit y avoir une autre famille du genre grosse déception, engueulade, désillusion. Après, oui, il y a les Ce qui est plus dans le domaine émotionnel. Mais complètement. De toute façon, effectivement, si c'est pas le corps, de toute façon, ça va être un licenciement, une rupture, une désillusion, une engueulade familiale, la somme de tout ça, parce que bien souvent, en fait, quand ça se met à dysfonctionner dans notre vie, ça dysfonctionne pas qu'à un endroit. Ouais. Et il y a ce matin où on se lève, ou cette nuit où en se couchant on se dit en fait ça peut juste plus durer. Je peux pas vivre à côté de ma vie, je peux pas passer à côté de ma vie. Ok, donc on voit bien que y a toujours un point de bascule. C'est un peu pour ça, évidemment, vous avez compris que le podcast s'appelle comme ça, c'est qu'on cherche des moments de vie, des instantanés de vie qui font faire un petit pas suivi d'un autre, et puis à la fin ça donne des grands pas, des belles transformations des fois, des petits points de bascule. Toi, Mel, t'as en tête un ou deux points de bascule comme ça dans ton chemin? Ah ouais, il y en a eu plusieurs de toute façon à mon grand âge de 47 ans. Wow. Il y en a déjà eu quelques-uns, et je sais aussi qu'il y en aura d'autres. Celui qui me vient là tout de suite en premier, même si ça va avoir l'air un peu cliché, c'est la naissance de notre fils, qui, en ce qui me concerne, n'a pas du tout été le plus beau jour de ma vie, même si ça a été la porte d'entrée de quelque chose d'extraordinaire. Mais par contre, cette journée-là, c'est pas forcément C'était une sacrée journée. c'est pas forcément super bien passé sur le plan physique et corporel. Voilà, même si j'aime mon fils de tout mon cœur. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et donc, je pense qu'il y a eu une concomitance tout à la fois de douleurs physiques, de récupération hyper compliquée post-césarienne, doublée d'un vrai passage de seuil, en fait. C'est-à-dire que la grossesse était merveilleuse, tout s'est super bien passé, etc. Et d'un seul coup, en fait, je me suis retrouvée maman à avoir la responsabilité d'un petit être, à me retrouver avec toutes les projections que je pouvais avoir, moi, de
mais c'est quoi être une maman? Du coup, je quittais la zone de je suis la fille de, je suis la compagne de. D'un seul coup, il y avait un troisième rôle. Et en fait, ça a été un énorme rush d'émotions, de fissures en fait aussi de certains systèmes de protection. Donc, à partir de là, moi, j'ai commencé en fait un vrai travail sur moi. Et clairement, ça a été le début du fil que j'ai tiré après pendant 17 ans à date, quoi. Et toi, ce serait quoi du coup? Moi, c'était notre fils aussi à 6 ans, quand on nous avait conseillé de le bilanter pour faire un bilan de haut potentiel, de neuroatypie à ce moment-là, pour qu'on ait des clés pour plus le comprendre tout simplement. Je me rappelle qu'à la lecture de son bilan, ouais, j'ai pris une claque parce que je me suis vu, j'ai vu un peu un mini-moi, mais j'ai compris aussi évidemment que qui il était, on n'est pas exactement les mêmes. Mais en tout cas, pour moi, le point de bascule, c'était de dire il faut que je comprenne ce petit bonhomme différemment que la façon dont on m'a compris moi, et qu'en tout cas, il y avait plein de choses que je ne voulais plus reproduire en termes d'éducation et d'accompagnement dans la vie, quoi. Voilà, ça c'était super important. Ouais, c'était un sacré tournant aussi, Oh carrément. oui, carrément. Au-delà des étiquettes posées, en fait, la prise de conscience de certains de nos mécanismes, parce que je me rappelle bien du moment aussi, en effet miroir, voilà, tendu par notre fils de 6 ans à l'époque, ouais. Complètement, un sacré tournant aussi. Et ouais. Bon, des points de bascule, il y en a plein. T'en as encore un petit, là? Ouais, il y en a eu un autre. Oui, je pense qu'il y en aurait plusieurs. Ouais. Mais il y en a eu un autre quand j'avais 20 ans, 21 ans, je me rappelle plus. Je suis partie vivre 1 an aux États-Unis. J'avais pas tout à fait terminé mes études de commerce à l'époque. Et je suis allée bosser 1 an voilà, en entreprise, en expatriation étudiante. Je me rappelle plus quel était le format et on s'en fout. Et le changement de culture, je ne sais pas exactement à quoi ça a tenu, mais je me souviens qu'une année là-bas, et je suis vraiment rentrée en me disant, mais en fait, tout est possible. Il y avait cette culture qui est peut-être pas si complètement toujours authentique que ça, mais par rapport en fait à certains éléments de culture en France, il y avait cette espèce de chaque jour est une aventure, tout est possible, tu as l'impression que tu peux créer une boîte en 48 heures, quoi. Et je me souviens, je suis vraiment rentrée de là en me disant, ok, en fait, dans la vie, tout est possible. Et c'était un sacré point de bascule pour moi aussi. Ouais, je comprends. Le cerveau, il a pris lui aussi... l'info. Il a pris l'info. Complètement. Et il s'est dit, tiens, voilà d'autres repères. Complètement. Point de bascule. Bon, vous avez compris, on va parler plein de fois de ces histoires de point de bascule. Bon, ok, on pige qu'à un moment, il y a une espèce de déclic qui fait que un ras-le-bol, une motivation, peu importe, il y a un truc qui dit, je veux bouger, je veux avancer, mais qu'est-ce qui s'offre à nous, en fait? Comment on fait? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a déjà comme première approche pour commencer à aller sur le chemin? C'est vrai qu'au début, on parlait du côté point de bascule déclencheur, etc. Le côté ras-le-bol, ça suffit, je veux me mettre à fonctionner autrement. Mais c'est vrai que rétrospectivement, et puis pour avoir accompagné plein de gens dans cette situation-là, on ne sait pas vraiment par quoi commencer en fait. C'est-à-dire qu'on est là avec son ras-le-bol dans le creux des mains en train de se dire « Ok, et donc je fais quoi en fait concrètement maintenant ?» Il y a des options, hein. On entend parler d'un tas de choses, quoi. Souvent, le chemin commence par je vais voir un thérapeute, mais si oui, lequel? Je lis et lequel? C'est pas qu'une question de personne. Un truc en hog qui finit par hog. C'est ça, en hog ou en pâte. Ouais, c'est ça. Et je peux aller voir un thérapeute, mais donc si oui, lequel? Et c'est pas qu'une question de personne, c'est aussi une question de spécialité, trouver l'approche qui va nous convenir, l'approche qui interrogera pas non plus que le mental. Parce qu'en fait, on a vite fait de se raconter des histoires qu'on va pouvoir raconter après à voix haute. Donc, on a besoin de trouver la personne qui va vraiment arriver à se faufiler à travers ces lignes-là. Il y a des personnes qui nous disent « Ah, tu devrais aller voir telle personne », mais en fait, on n'est pas comme câblé de la même façon, on n'a pas forcément déjà de départ la même problématique. Hein. Ça marche pas. Ce qui est magique pour quelqu'un n'est pas forcément magique pour l'autre personne. On peut se goinfrer, comme je l'ai fait, de bouquins de développement personnel qui vont susciter des états de « Ah ouais, j'ai compris, ah ouais, j'ai compris, ah ouais, j'ai compris », mais j'implémente pas. Alors c'est vrai en plus que au début, vraiment, quand on est hyper novice, il y a une espèce de sensation que côté psy, c'est connu. Et puis, en tout cas, je parle pour moi. Et puis, moi, j'avais une vraie... je comprenais pas vraiment ce qu'il y avait dans toutes les thérapies alternatives.
J'en connaissais peut-être 3-4, mais j'ai l'impression que tout était certes complémentaire, mais on comprend pas. D'ailleurs, je sais pas s'il y a un chemin. D'ailleurs, il y a un point A, un point B, quoi. Mais il y a l'impression d'avoir ce grand choix en tout cas et qui te colle dans le doute quoi absolu de par où tu dois commencer. Et c'est vrai que c'est rigolo. Toi, t'avais opté pour la voie psy. Ouais. Et moi, j'étais dans une phase où je découvrais toutes les semaines une nouvelle pratique, une nouvelle approche, un nouveau truc. Enfin, en fait, effectivement, je me souviens. Et je le saoulais en plus. Je lui disais j'ai découvert ça, c'est génial, tu devrais y aller. Mais comme quoi, on a tous nos chemins en fait de progression différents. Et d'ailleurs, moi, si je me rappelle bien, j'ai commencé avec un ostéopathe. Parce que, confère ce qu'on disait au début, et après la naissance de notre fille, je suis allée voir un ostéopathe en me disant « Oh là là, j'ai vraiment très très mal au dos ». Et je me rappelle, si jamais Baptiste, tu regardes cette vidéo, je te cite donc, je me souviens qu'il m'avait reçu entre midi et 2. Il avait sa salade de carottes qui était posée sur son bureau et il m'avait ausculté, etc. Et il m'avait dit « Ah ouais, ok, je pense que je suis pas prête de manger ma salade de carottes ». Apparemment, il y avait un petit peu de travail. Mais comme quoi, en fait, il n'y a pas une seule voie. C'est ça, en fait, qui fait qu'au début, on est un peu submergé, on ne sait pas par quoi rentrer. C'est ça. Par le corps, par le mental, par l'énergétique. Voilà, c'est vachement flou, en fait, quand on démarre le chemin. Alors, on va en parler, bien sûr. Vous doutez bien que y a quand même un chemin. Il y a quand même, en tout cas, des étapes et une espèce de logique entre son corps, son cœur, son esprit. Il y a une espèce de logique. Bien sûr. Pour que ce soit efficace, en tout cas. Ok, donc c'est parti. On commence par quelque chose, peu importe. Un bouquin. Un ostéo qui mange ses carottes. C'est ça. Un psy qui parle pas beaucoup. En ce qui me concerne, c'était plutôt ça. Et là, il se passe quand même pas mal de trucs quand même. Je trouve que on accepte. Il y a une forme de lâcher prise qu'on n'avait pas avant. Et en tout cas, moi, j'ai ressenti quand même pas mal de mécanismes de défense. Alors, je les appelais pas comme ça au départ, mais waouh, j'ai senti que ça brassait un peu. Ça brasse même sec parce que dès lors qu'on décide de changer, donc c'est un processus qui est conscient, même si ça part d'un inconfort intérieur, donc inconscient, corporel, émotionnel, etc. Mais notre désir de changer est clairement conscient. Et le problème, c'est que notre système interne, notre système nerveux, en fait, notre cerveau, notre système de croyance, on verra plus tard, tout ça est lié, toutes ces instances intérieures, elles n'ont qu'une priorité, nous garder dans une zone connue et familière. C'est ça, l'impression qu'elles font une AG pour dire non, il n'y a pas moyen, on bouge pas quoi. On bouge pas les gars, on a survécu comme ça jusqu'ici, donc surtout on change pas. Et je rigole qu'à moitié en disant ça, puisque même le rôle premier de notre système nerveux, c'est d'assurer notre survie, et certainement pas notre bonheur. Donc nous, avec notre partie consciente, on veut changer des choses, on veut aller de l'avant, on voit bien qu'on en a marre de répéter des schémas qui sont pas bons pour nous, ou qu'on est en train de s'encrouter, ou qu'on est en train de faner dans notre vie, etc. Donc il y a un désir conscient de bouger, et il y a tout notre système interne, avec tous ces protagonistes, là, comme tu dis, avec notre AG, qui est là pour freiner des cas de fer, quoi, en disant non, on n'y va pas. Et donc, les moyens trouvés par le corps à ce moment-là pour nous permettre de surtout pas faire. De surtout pas faire, ouais. Ça va être, mécanisme de défense, fuite, je fais un rendez-vous chez le psy, puis je me dis, oh là là, c'était nul, j'y vais pas. Bah oui, c'est normal, un seul rendez-vous, ça suffit pas pour faire tout le chemin. Ou alors, je fais un rendez-vous chez l'ostéo, je me dis, ça va beaucoup mieux, mon dos est réparé, hop là, j'y retourne comme en 40. Ou alors, d'un seul coup, j'ai une grosse fatigue inexplicable. Ou alors, dès que je commence à avancer, je rétropédale pour revenir là où j'étais. Et donc, clairement, en plus de ça, le début du chemin et voire le milieu du chemin, ça dure un moment quand même, est vraiment pavé de résistance, en fait, qui se manifeste. C'est ça. On a l'impression qu'il y a des nouveaux petits mécanismes qui viennent se fortifier pour effectivement pas bouger. Des peurs aussi, on se met d'un seul coup à avoir des... Ça réveille des peurs. Mais oui. Parce qu'elles étaient là, mais je trouve que ça les réveille. Mais grave. Et, mais le truc qui est passionnant quand même, c'est que ça vient quelque part nous livrer. Bah tiens, voilà tous les sujets là qu'il va falloir gratouiller là. Parce que du coup, ils sont hyper apparents. C'est ce que je trouve qui est bien dans le début du chemin.
Bon, après, il ne faut pas craquer, hein. C'est sûr qu'il faut avoir un petit peu de discipline pour avoir envie d'avancer, mais je trouve qu'il y a une distribution des cartes, quoi. On commence à voir là où chaque porte qu'il va falloir ouvrir. Hein, toi, tu parles des couches d'oignons. On les voit une par une, quoi. Mais c'est impressionnant, hein. Je suis en train de me rappeler au moment où j'ai donc moi décidé de devenir thérapeute, puisque a priori j'avais tellement décidé de m'immerger dans la compréhension des rouages humains qu'à un moment donné j'en ai donc fait mon métier. D'abord avec le coaching, puis après avec des pratiques à visée thérapeutique. Et en fait, je me souviens, quand j'ai commencé à me former, je me suis écroulée quelques mois plus tard. J'avais eu une infection pulmonaire super sérieuse. J'avais fait une pause dans ma formation pendant 3 ou 4 mois. Alors, il y avait certainement d'autres facteurs concomitants, d'accord, mais rétrospectivement, j'observe cette période et j'ai vraiment cette sensation qu'il y avait une part de moi qui se disait « Ah, on n'y va pas, c'est trop différent, c'est trop inconnu. » Enfin, c'est fou à observer. Regardez dans vos parcours de vie, essayez de remettre cette lampe, ce projecteur rétroactif là sur vos parcours de vie et de regarder au moment où vous avez essayé de fonctionner autrement, ce qui a pu se manifester en fait dans votre vie comme résistance, mais tangible, quoi. Corporelle. Corporelle, le corps se met beaucoup en action en général. Hein. Carrément. Et puis situationnel aussi, puisque on y reviendra, mais comme le grand tout. Comme le grand tout, mais le grand tout qui fonctionne en super accord avec nous. Donc, les petits tout qui viennent chatouiller le grand tout. Complètement. Comme on crée ce qu'on vit intérieurement, c'est pas rare qu'il y ait des situations qui d'un seul coup, ah là là, mince alors, on était prêt à changer, puis c'est pas possible, quoi. Et ouais. Donc, rescannez tout ça dans vos vies, vous allez voir, c'est hallucinant à observer. Bon, autant de sujets évidemment qu'on va creuser dans les prochains podcasts, hein. Mais là l'idée c'est d'avoir une vision un peu haute du chemin, on va dire. Ouais. Et justement pour terminer cet épisode, tu as un mode d'emploi alors Mel sur le sujet. Comment on fait alors c'est pas on va voir qui et quoi, c'est plutôt quelle logique de démarche, de chemin je vais prendre en moi. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est hyper important de se faire accompagner pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, on est truffé d'angles morts. Donc c'est vrai que par moment, c'est hyper important d'avoir un tiers qui connaît un peu son job, qui va pouvoir nous dire... Qui va un peu secouer. Hein. C'est ça, qui va secouer le cocotier, quoi, et puis qui va dire peut-être que là, on se ment un petit peu quand même sur ce sujet. Bref, donc l'accompagnement avec un tiers est hyper important, mais tous les praticiens éthiques que je connais vous le diront, le changement, en fait, il appartient à l'individu qui veut changer. C'est-à-dire que même même le meilleur praticien du monde ne peut rien faire sans le concours de la personne qui veut changer. En fait, il ne se passera jamais rien. Donc, c'est plutôt de ça, en fait, que là, on s'apprête à parler. Moi, ce que j'ai pu observer, et dans nos propres vies, et surtout dans les milliers de personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'il y a quand même toujours un chemin. Il y a toujours un pattern qui rend le changement possible. Des phases. Voilà, des phases. Et aujourd'hui, on est capable de le modéliser. Ça fait partie des accompagnements qu'on propose. Hein. Pour moi, il y a 7 étapes. La première, elle commence déjà par reconnaître. Ça a l'air idiot, mais en fait, rien ne se passe tant qu'on n'est déjà pas dans cette reconnaissance. C'est en anglais qu'on dit brutally honest, quoi. À un moment donné, on arrête de se raconter des conneries, on arrête de se raconter que tout va bien. Premier point de bascule. Ouais, franchement, oui, premier point de bascule. Ça n'a rien à voir avec la dynamique d'être en gratitude pour ce qui est déjà là, hein, d'accord ? On peut l'être vraiment très sincèrement, mais on a aussi besoin de cette dimension d'honnêteté, d'arrêter de se raconter des conneries, quoi. Il faut qu'on soit dans une vérité profonde vis-à-vis de ce qui ne nous convient pas dans notre vie, sinon il n'y a pas de changement. La deuxième étape, elle consiste du coup à désirer, dans le sens où une fois qu'on s'est mis au clair avec ce qui ne nous satisfaisait pas dans notre vie, on a tout autant besoin de se mettre au clair avec ce qu'on veut. On dit souvent, dans le champ de la manifestation appliquée, etc., on dit t'es pas à la veille de manifester un truc que tu désires déjà pas au départ, quoi. Donc il faut réhabiliter la possibilité de rêver, la possibilité de désirer,
et de se mettre au clair avec ses vrais désirs. Les exprimer, ouais, tout à fait. Les exprimer, et puis pas se convaincre que ce qu'on désire, c'est ce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on désire. On ne parle pas des désirs conditionnés ici. On parle vraiment de ses vrais désirs, voilà, ses vraies envies. De son être, quoi, de ses vraies envies profondes. Mm. La troisième étape, c'est de soutenir. Soutenir, ça intervient assez tôt dans le process. Soutenir, c'est typiquement se faire aider par un thérapeute, un praticien, un psy, voilà, encore une fois, un tiers aidant qui va bien maîtriser son boulot. Mais ça ne se limite pas à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être passif. Il n'y a pas de changement si on n'est pas acteur du changement, en fait. Donc, soutenir, c'est aussi faire gaffe à sa vitalité, au corps physique. C'est soutenir aussi, apprendre à réguler son système nerveux. On en reparlera, pas pour être dans le calme absolu à longueur de journée, mais justement... Ça marche pas. De toute façon, on peut pas, on est des êtres humains, donc des fois on est en colère, des fois on est triste, des fois on est découragé, etc. Il faut que ça circule d'ailleurs. Et il faut que ça circule, absolument. Il faut réapprivoiser la juste circulation de nos émotions. Le système nerveux, en fait, va nous permettre de retrouver ce qu'on appelle une flexibilité vagale. C'est-à-dire que, voilà, je peux me calmer, mais je peux aussi retourner dans l'action, et je peux me recalmer derrière, et je peux retourner dans l'action. L'art de passer d'un état à un autre. L'art de passer d'un état à un autre. Donc, on a besoin de soutenir le processus du changement. Et on verra, il y a plein d'outils justement pour y parvenir. Une fois que ces 3 premières étapes sont passées, et puis dans le cas de la troisième, la soutenir, elle est plutôt au long cours, la quatrième va commencer... Une fois que ces 3 premières étapes sont passées, même si la troisième, du coup, elle est plutôt au long cours, hein, puisque soutenir, ça va être tout le long du processus, vient la 4e étape, qui est presque l'étape pivot, qui consiste à se connaître. Qui suis-je ? Qui suis-je, mais qui suis-je vraiment ? Vraiment, ouais. Qui suis-je quand je ne suis pas dans ma version conditionnée ? Qui suis-je quand je ne suis pas ce que mes parents, la société, mon compagnon, ma compagne, mes enfants attendent de moi ? Qui suis-je quand je suis dans ma vérité ? Et mine de rien, c'est un sacré chantier, puisque forcément qu'on se construit... on se construit en étant ce qu'on nous a dit qui était bien ou qui était pas bien. Et mine de rien, avoir accès à sa vérité profonde, ça demande un sacré cheminement, quoi. Ouais, mais comme tu dis, c'est une pierre angulaire, quoi. Le travail identitaire, en fait, il n'y a pas de... C'est crucial. Ouais. C'est crucial pour... on va le voir après, mais voilà, faire de la place, reprendre de la place, redonner une énergie de vie, sans quoi rien ne se passe derrière, en fait. Il n'y a pas de changement sans travail identitaire, de toute façon. Pour la simple et bonne raison que, pareil, on y reviendra, mais la réalité qu'on vit aujourd'hui est le fruit de l'identité qui nous a amenés jusqu'à cette réalité-là. Donc si on veut construire une autre réalité, ça veut dire qu'on doit updater notre identité. Donc on doit faire un travail identitaire pour permettre le changement. Sinon, la V1 va venir nous tirer en arrière là, par les bretelles pour qu'on revienne encore une fois là où on était. Ensuite, une fois qu'on a fait clair sur l'identité, vient la 5e étape, qui est une étape de, nettoyage, reprogrammation. Ouais, c'est ça. Puisque, une fois qu'on est en contact avec qui on est réellement, on comprend bien qu'on a un système de croyances qui va demander, en fait, à déconstruire certaines croyances dès lors qu'elles ne nous rendent pas service et qu'elles nous empêchent et qu'elles nous freinent. Et donc tout ça demande un vrai nettoyage, une vraie déprogrammation. Donc pareil, il existe tout un tas de moyens pour déprogrammer. T'as un exemple ? Ouais. Par exemple, un exemple bateau, mais qui va bien vous parler. Si je suis dans une phase de ma vie où je me dis bon allez ça suffit, j'en ai marre de plafonner à X euros par mois, et je veux gagner beaucoup plus d'argent parce que j'ai envie de voyager, parce que j'ai envie de faire des cadeaux aux gens que j'aime, parce que j'ai envie de profiter, j'ai pas envie de me priver, etc., etc. Ok, désir conscient. Mais vous avez grandi dans une famille où on vous a expliqué que l'argent ça rendait arrogant, que les gens qui en avaient beaucoup étaient tous des pourris, etc., etc. Si vous avez encodé en fait cette croyance-là pendant toutes vos premières années de vie, où en plus votre cerveau est hyper malléable, le problème c'est que
dans les profondeurs, cachées sous votre désir conscient, vous avez cette croyance qui va dire bah non, je peux pas gagner plus d'argent puisque les gens qui ont beaucoup d'argent sont des pourris. C'est ça. Je vais pas être une bonne personne. Je vais donc pas être une bonne personne. Devinez quelle est la part de vous qui va gagner, celle qui a encodé ce message dans ses profondeurs. Donc on a besoin d'aller déconstruire ces croyances-là pour pouvoir, et c'est la 6e étape, reprogrammer. Reprogrammer, ça veut dire réinstaller, comme on installerait une nouvelle appli sur son smartphone, quoi, en fait, réinstaller des programmes qui vont nous servir et pas nous limiter. Et ensuite, 7e et dernière étape, c'est génial d'avoir fait tout ça, c'est déjà un bon bout de chemin. On lâche pas l'affaire. C'est ça, mais rien ne se passe sans mise en œuvre concrète et sans action. En fait, à un moment, le changement n'est changement que s'il s'inscrit dans le concret, dans le tangible, et qu'on entreprend des actions qui partent du bon endroit, mais qu'on entreprend des actions. Enfin, Ouais. sinon, on Et est content. le cerveau a besoin de preuves. En plus de ça. On peut le hacker. Oui. Mais il faut dans le temps toujours lui montrer, lui prouver que justement on a créé il y a des croyances beaucoup plus positives et plus vertueuses pour nous, mais il faut agir, c'est clair. C'est ça, il faut ancrer. Il faut ancrer pour que, en plus, en nous, il y ait vraiment de nouveaux sillons neuronaux qui se créent avec de nouvelles habitudes, de nouvelles pensées, de nouveaux comportements, de nouveaux modes de fonctionnement. Et ça peut se faire que si on fait. Voilà. Bon, c'est pas compliqué finalement. Non. Hein ? Et donc, tout ce chemin, devinez où il nous amène. Il nous amène à un nouveau point de bascule, celui qui change la vie, en général. Un grand pas, un grand chemin comme ça, en général, ça permet de... un nouveau chapitre. Ouais, ça fait passer un nouveau chapitre. On peut commencer à toucher de plus près ses rêves. Et ça c'est chouette. Dans les prochains épisodes, on zoomera un peu plus sur chacune de ces parties. On aura le plaisir d'échanger avec des gens pour avoir un regard sur leur point de bascule à eux. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, osez rêver grand.